Tu es en 1, 2, en 4. 4. Non, t'es à la fin, toi. Bonjour, rebonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session sur l'IA générative en santé. Je vais vous présenter mes camarades. Donc, Cécile Caron-de-la-Carrière, qui est directrice stratégie marketing chez Vidal. Il y a le docteur Stéphane Ohaillon, ici, qui est membre du board de l'Institut INES et qui est un des rares médecins en France qui est médecin et peut développer des codes en IA générative. Il y a le docteur Yann-Maël Ledouarin, qui est au ministère de la Santé, chef du département Santé et Transformation. Thomas Jean, ici présent, UniHA, directeur général adjoint en charge de la stratégie numérique. Et puis le docteur Milenkovic, qui est directeur médical de CGDIM Santé. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation du sujet, puisque vous avez tous compris qu'on abordait une révolution, cette fois sur le numérique. Je pense qu'ici, qui ici a déjà utilisé un chat GPT ou équivalent Allez-y, allez-y. On fait une statistique globale. Ah oui. Oh bah je pensais plus. C'est pas une honte, hein. Bah, en 1 minute, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la puissance de ces outils. Ces outils sont capables de passer les concours d'internat, du concours d'internat aux États-Unis, des concours de spécialité en neurochirurgie, en chirurgie thoracique, en pédiatrie, en dermatologie, etc., avec des résultats au moins équivalents à ceux des étudiants. Et puis, ils ont des taux d'efficacité sur le plan de l'aide au diagnostic qui semblent, et on va aller quand même dans le détail, au moins aussi importants que ceux des meilleurs spécialistes. Un cas clinique tout de suite, et ensuite on va attaquer sur qu'est-ce que c'est que l'IA générative. Une personne avait un enfant qui avait une douleur dans les 2 jambes pendant des années, a vu 13 spécialistes pendant 3 ans. L'enfant avait des douleurs très importantes, fugaces, mais très puissantes. Et en fait, une requête sur un vieux chat GPT, le tout premier, a permis de suggérer un diagnostic qui a été confirmé avec une prise en charge. C'était un spina bifida atypique. Et donc, voilà, ça vous donne un ordre d'idée de la potentialité d'aide pour les médecins en termes de performance diagnostique. Et je vais donc passer la parole à Stéphane Ohaillon qui va nous expliquer les grands principes de ce qu'est l'IA générative et ses apports en santé. Stéphane. Merci Fabrice. Alors, donc, l'IA générative représente aujourd'hui une avancée technologique absolument indéniable. Mais concrètement, est-ce qu'on sait ce que ça désigne ? Bien, tout simplement, en termes profanes, l'IA générative, c'est une forme d'intelligence artificielle qui, comme son nom l'indique, permet de générer, donc de créer du contenu original qui soit sous forme de texte, d'image, en apprenant à partir d'un très large corpus de données. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'une révolution, littéralement, dans le domaine de la santé ? Bien parce que ces outils sont capables de transformer absolument radicalement la façon d'aborder la médecine. On va prendre un exemple. Imaginons un monde où votre médecin serait capable de synthétiser l'intégralité de votre dossier médical depuis votre naissance en quelques secondes. Ou alors où un médecin augmenté serait capable, comme le précisait Fabrice, de faire éventuellement un diagnostic extrêmement complexe en 1 ou 2 consultations. Ou encore, imaginez des outils qui seraient capables de transcrire en temps réel une consultation médicale et de structurer l'information au sein de cette consultation. Eh bien, ce qui semblait être de la science-fiction il y a quelques années, c'est actuellement le cas. On est en train de le vivre. Donc, les impacts de cette révolution sont déjà visibles. Je pensais notamment, par exemple, à un outil de vulgarisation qui est capable, en temps réel, de pouvoir modifier le compte-rendu d'un médecin, je ne parle pas de l'écriture du médecin, mais bien du fond, dans un langage qui soit accessible aux patients. Je pense aussi à des outils qui permettraient, en pharmacologie, de créer des nouvelles molécules qui pourraient être utilisées de façon viable sur des pathologies. Ou encore, en télémédecine, des médecins qui pourraient être assistés de ces outils afin de permettre en fait, de poser un premier diagnostic précis pour permettre justement à des populations qui peuvent être des fois un peu dépourvues d'accès aux soins, d'avoir un premier avis diagnostique. Alors évidemment, ces transformations, elles s'accompagnent de défis extrêmement importants. En premier lieu, la question de la formation se pose avec une grande acuité. Nos soignants, pour qu'ils puissent collaborer efficacement avec ces outils,
ils devraient justement être formés le plus tôt possible au cours de leur cursus, mais également au cours d'une formation médicale continue tout au long de leur carrière pour s'assurer que du coup les outils restent utilisés de façon fiable et pérenne. Mais pour moi, le plus grand défi reste de nature éthique, dans la mesure où, si vous voulez, il va falloir réfléchir à la façon dont on veut éviter les biais, les erreurs que pourraient poser ces modèles, mais également quid de la confidentialité des données, quid également de la sécurité de ces données dans la mesure où elles sont utilisées pour justement entraîner ces modèles. Et donc du coup, on a un vrai rôle à jouer pour que justement on ne soit pas sur une boîte noire technologique, mais qu'on puisse expliquer avec transparence les résultats qui sont fournis. À mon sens, la révolution qu'on vit actuelle, elle est double. Elle est à la fois technique, j'ai expliqué pourquoi, mais elle est également humaine, parce qu'elle va permettre en fait aux médecins et aux soignants de façon générale, en libérant son temps sur des tâches annexes, de pouvoir finalement se recentrer sur des choses beaucoup plus importantes, ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'empathie et l'écoute de nos patients. Alors, au final, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la révolution est déjà en marche. Donc, il faut l'embrasser avec beaucoup d'optimisme, mais également avec lucidité, pour que demain, plus que jamais, la santé rime avec humanité. Et efficacité. Merci beaucoup. Et justement, on va avoir des cas d'usage déjà. Bon, après, Vidal est une structure hyper dynamique. Et donc, on va avoir une idée via Cécile de ce qui est déjà existant et en développement chez vous. Merci de me donner la parole. Je ne sais pas si on entend. Ouais. Donc, Vidal, nous, notre métier, c'est d'accompagner la pratique médicale et son évolution. Et pour ça, il faut l'anticiper. Donc, évidemment, on fait des nouvelles technologies et de l'IA. Il faut savoir que de l'image de dictionnaire que nous avons été, nous sommes maintenant une health tech 100% numérique. On a plus de la moitié de nos effectifs qui sont dans la tech. Et donc, on utilise l'IA à la fois dans nos solutions, mais aussi pour produire nos solutions. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets. Un premier, très simple. On a aujourd'hui nos solutions, on a une application mobile, on a 150 000 professionnels de santé qui utilisent cette application au quotidien pour avoir des informations sur les médicaments. 90% des recherches qu'ils font, c'est dans la barre de recherche. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait de l'IA générative pour leur permettre de poser des questions en langage naturel, donc du coup avoir des questions beaucoup plus pertinentes. Mais une des problématiques de l'IA générative, tu en as parlé, c'est qu'elle peut se tromper. Et nous, on n'a pas le droit de se tromper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On extrait les concepts avec des LLM dans ces questions, mais après, on les remet dans nos systèmes experts à nous, qui, eux, ne se trompent pas. Donc, comme ça, on peut avoir à la fois le bénéfice de l'IA générative, des questions très fines, et donc des réponses plus pertinentes, et aussi une fluidité pour l'utilisateur, bien sûr, mais tout en ne se trompant pas. Donc ça, c'est un premier exemple, assez simple pour la barre de recherche, mais il n'empêche, ça aide beaucoup. Un deuxième exemple un peu plus sophistiqué et qu'on voit moins, notre métier, c'est aussi les interactions médicamenteuses. Le Vidal est bien connu pour ça. Et avant, les interactions médicamenteuses, la source, c'était la réglementation. Aujourd'hui, c'est toute l'evidence-based medicine dans le monde entier. Et donc, il faut absorber toute cette connaissance. Et c'est là où l'IA nous est extrêmement utile. Ça, vous ne le voyez pas, mais nous, on le travaille. Donc, moi, je dis toujours, Vidal, son métier, c'est un grand sablier. Il absorbe un grand nombre de connaissances et ensuite, il la rediffuse. Donc, pour l'absorber, on a fait un travail. On travaille avec une start-up qui s'appelle Arcascience, dont c'est le métier. Et il nous aide à aller chercher dans toutes les publications, donc dans PubMed, Medline, ClinicalTrials.gouv, etc., toutes les interactions médicamenteuses qui ont lieu dans les publications, évidemment de les scorer, de redonner leur contexte, et comme ça, nous, on peut juger si elles sont pertinentes pour les rediffuser dans les outils de soins. Donc aujourd'hui, la qualité des informations sur les interactions médicamenteuses qu'on donne dans Vidal, elle est traitée par IA générative pour qu'on absorbe tout ce qui se passe dans le monde pour être sûr de pouvoir vous les donner. Elle est contextualisée aussi en fonction des profils de patients, puisqu'on a de plus en plus de données, puisqu'on parle de data là. Hein. Donc c'est contextualisé et ça permet de redonner l'information pour ce type de patient précisément. Il existe ce type d'interaction qui évidemment n'existait pas avant dans les études qui sont dans la réglementation. Vous voyez un travail de fond et concrètement, les professionnels de santé, ils en bénéficient sans le voir directement. Voilà. Et puis troisième exemple,
très concret là aussi, puisque notre rôle c'est d'absorber la connaissance et de la rediffuser. On la rediffuse sur un grand nombre de canaux. Et évidemment, la connaissance, elle est très large. Donc, on utilise l'IA générative pour un certain nombre de choses. La première, toute simple, on est présent dans 30 pays. Donc, on utilise l'IA générative pour traduire en temps réel tout ce qu'on fait, pour que ça puisse être diffusé dans plusieurs pays, mais aussi pour absorber de la connaissance étrangère à remettre dans nos outils. On utilise l'IA générative, bien sûr, pour faire des synthèses. On produit des newsletters d'informations sur le médicament. Aujourd'hui, on est à un rythme de 40 newsletters par semaine. Notre objectif, avant la fin 2025, grâce à l'IA générative, c'est de passer à 120 newsletters par semaine. Grâce à l'IA générative, grâce aux possibilités que ça donne, et à tous les pays dans lesquels on diffuse. Donc, pour mémoire, on est présent dans 30 pays, donc ça fait énormément de... Voilà, donc c'est quelques petits cas concrets. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là, je pensais que c'était intéressant de les partager. Et c'est toujours dans le même esprit d'avoir une information exacte, ce qui pour nous est capital, parce que les informations qu'on donne, les professionnels de santé prennent des décisions cruciales avec, exactes, mais la plus pertinente possible. Voilà, et on n'a pas fini de continuer dans ce domaine-là. Bravo, bravo, merci. Et effectivement, la qualité de Vidal et de l'exhaustivité de leurs outils est parfaitement reconnue et validée. Donc, bravo pour s'être engagé dans cette dynamique de développement. Côté CGDIM, quoi de neuf ? J'imagine que vous n'êtes pas en reste en termes de projet et de réalisation. Exact. Alors on a noué un partenariat il n'y a pas si longtemps que ça pour intégrer justement une brique d'IA générative dans le logiciel. Alors on l'a pas juste pris et intégré, on l'a travaillé avec le terrain, on a essayé de comprendre les usages, typiquement, qu'est-ce qui génère le dénominateur commun qui est le gain de temps en consultation. Et l'idée c'était d'adapter ces briques pour pouvoir justement coller au mieux à l'usage réel du praticien lors de sa consultation, que ce soit le médecin généraliste, la médecine de ville en règle générale, ou voir effectivement tout ce qui est soins primaires, donc les infirmiers, les paramédicaux, les kinés. Donc on a intégré effectivement une brique d'IA vocale qui ne se contente pas justement de retranscrire ce que dicte le praticien et le patient pendant la consultation, mais de sélectionner à l'intérieur de cette consultation les éléments les plus importants et de structurer une anamnèse de médecine de ville avec toutes les sections qui vont bien, donc les allergies, les antécédents, les traitements en cours, et par-dessus ça, de pouvoir appliquer aussi une nouveauté, un contrôle en fait anti-hallucination. Donc l'idée derrière, c'est de faire, si l'IA génère plus de travail que de gain de temps, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire relire une deuxième fois tout le retranscrit de la consultation, c'est pas du gain de temps. Donc si on peut essayer de gagner du temps supplémentaire là-dessus, ça c'est déjà quelque chose de très intéressant. Et donc on a deux IA qui fonctionnent, une première qui génère le compte-rendu, une deuxième qui contrôle ce que génère la première IA. Donc ça c'est une première avancée, et ça sera effectivement quelque chose qui est intégré au sein de nos logiciels, donc principalement aussi dans Maya Médecin qui sort. Et on a aussi un travail en cours sur tout ce qui est l'IA documentaire. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir gagner du temps en dictant ce qu'on fait, mais le vrai gain de temps c'est de pouvoir exploiter des informations qui sont stockées quelque part, et de pouvoir en produire des synthèses pour prendre connaissance rapidement d'un dossier et gagner du temps. Donc mettre en exergue les informations importantes. Donc comment ça fonctionne ? Un corpus de documentaire qui est synthétisé et qui permet de retranscrire justement les informations les plus importantes dans le corpus de documents analysés. Donc ça c'est effectivement deux choses très intéressantes sur lesquelles on travaille. On travaille principalement avec le terrain. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans une tour d'ivoire pour pouvoir intégrer une IA. Il faut travailler avec les utilisateurs. Donc ça, c'est notre quotidien. S'asseoir avec eux, vérifier effectivement si nos cas d'usage qu'on a pu idéer collent réellement aux besoins, et ensuite de pouvoir intégrer ça de façon la plus ergonomique dans le logiciel. Il faut que ça soit simple d'utilisation et assez fluide. Si ça génère encore une fois du temps pour comprendre comment ça fonctionne, du temps pour vérifier ce que ça produit, ça n'a zéro intérêt. Donc le dénominateur, comme je disais, pour nous, c'est le gain de temps. Comment on gagne du temps entre l'entrée de consultation et la sortie de consultation ? Est-ce que c'est 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 45 secondes ? C'est déjà du temps de gagner avec le patient, où on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de retranscrire, et on peut se focaliser sur le dialogue avec son patient. Donc ça, c'est les nouveautés de notre côté. Et bien sûr, on travaille sur encore pas mal d'autres choses. Donc transposer tous ces usages qu'on parle là, effectivement médecin, à l'infirmière. Ça sert à pouvoir faire ces transmissions assez rapidement avec une IA vocale qui va pouvoir structurer encore une fois les données, les intégrer nativement dans le dossier patient. Et ensuite avec nos collègues kinés
Donc voilà, ça fait pas mal de choses, mais ça avance bien. On est plutôt content et on est très moteur sur ces éléments-là. Merci, très clair. Et justement, Vidal, comme vous avez ce sujet sur les hallucinations. Alors, est-ce que, Stéphane, tu peux nous dire rapidement ce que c'est que ces hallucinations associées au modèle, au LLM, et comment les combattre, si on peut? Alors, un modèle de langage, quand il va travailler de façon non déterministe. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir produire un résultat qui sera différent à chaque interrogation. Et en fait, le principe d'un LLM, c'est de pouvoir fournir un modèle de langage, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à de la langue, à du français courant. Son objectif, c'est pas de produire quelque chose de vrai, c'est de produire une phrase de crédible, en fait, dans la langue dans laquelle il est utilisé. Donc le problème, c'est qu'effectivement, ces modèles-là peuvent tout à fait halluciner des réponses qui sont totalement fausses, mais qui sont, encore une fois, crédibles du point de vue grammatical et syntaxique. Donc la difficulté de l'utilisation de ces modèles, c'est bien de s'assurer qu'il n'y ait pas d'hallucination, puisqu'en médecine, comme le précisait Fabrice, on a une obligation de moyens, mais si toutefois le moyen est erroné, on peut tout à fait être tenu pour responsable de ce qui est dit si on s'est basé uniquement là-dessus. Voilà. Très clair, merci. Ben justement, chez Vidal, apparemment, il y a eu un travail d'élimination des hallucinations. On va découvrir tout de suite les chiffres. Non, on ne l'a pas sorti et vous ne le verrez pas parce que nous, on doit avoir 100% de bonnes réponses. Et on a fait un travail justement sur les questions, ça. Et au départ, on est parti de 40% de bonnes réponses. Vous voyez, on était très intransigeant sur la qualité d'une réponse. Et au fur et à mesure de faire des systèmes de RAG, enfin, je vous passe la technique, mais on réajoute, on coupe l'information en petits morceaux et on pose la question par petits morceaux et on reteste. On a pu monter jusqu'à 98,9% de bonnes réponses. Donc c'était chouette. Nous, on était très contents, mais non, 98,9%, c'est pas 100%. Du coup, on a changé de système. Bon, bah, d'autres s'en satisfont. Et justement, à UniHA, quelle est votre vision justement de la mise à disposition et de la sélection de ces outils? Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'aime bien ce côté révolution. Il y a une phrase qu'avait dit Xavier Niel au sommet de l'IA qui l'IA ne va pas nous remplacer. Par contre, le risque, c'est qu'on soit remplacé par quelqu'un qui maîtrise bien l'IA. Et je trouve que c'est un très bon résumé et ça montre un peu l'urgence aussi pour nos adhérents qui sont les établissements de santé à UniHA. Aujourd'hui, on est premier acheteur public en santé et justement, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces solutions, mais dans des conditions qui permettent d'une part leur déploiement et dans un modèle économique aussi qui doit être pérenne et effectivement qui n'obère pas la capacité de fonctionnement des établissements. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un sujet d'offres foisonnantes où on peut empiler une IA pour un usage. Et donc nous, notre valeur ajoutée, c'est de mettre à disposition dans des marchés ce type de solutions. On a des marchés dits multi-éditeurs qui fonctionnent très bien, qui permettent à tout à chacun d'accéder à ces solutions et c'est notre rôle. Mais assez vite, on s'est dit, ça ne suffit pas en fait dans cette offre foisonnante. Il faut qu'on accompagne un peu les établissements. Et donc on a créé une offre de service qui s'appelle Initiative. Et le but, effectivement, c'est de les aider sur 3 piliers. Et donc, il y en a un qui a été évoqué déjà, c'est celui de la formation. C'est hyper important, effectivement, d'aider les établissements à se former. D'ailleurs, que ce soit la population soignante, mais aussi les directeurs d'hôpitaux, par exemple, sur lesquels nous, on va faire une offre un peu dédiée d'accompagnement pour comment, au quotidien, je peux améliorer mes tâches administratives, qui sont les mêmes, d'ailleurs, pour tout le monde. Mais on s'est dit qu'acculturer le directeur, c'est toujours bien pour déployer par la suite. On va avoir un autre sujet qui est la partie déploiement. Et donc là, il faut qu'on structure aussi des offres très concrètes pour que finalement on sort des POC, des Proof of Concept, et qu'on arrive à des projets de transformation des hôpitaux. Le but, c'est pas juste de faire l'effet waouh, je dessine une image en tapant un prompt sur ChatGPT, c'est très joli, mais ça ne se transforme pas une organisation. Le but, c'est qu'on crée l'organisation et la structure qui permet d'avoir de l'impact. Et donc après, ça, c'est le 3e pilier, c'est cette mesure de l'impact. Et là, ça devient extrêmement important parce que je l'ai dit, effectivement, alors je fais des achats, je parle beaucoup de finances, désolé, mais évidemment dans un modèle économique contraint, il faut que l'investissement qu'on va mettre dans l'acquisition de ces solutions d'intelligence artificielle, finalement, elle bénéficie à l'organisation. Et là, on a plusieurs moyens de mesurer. On a des retours sur investissement, mais c'est pas que, mais ça va être aussi tout ce qui est mesure finalement de la qualité de vie au travail des professionnels de santé.
Là, j'étais aux États-Unis, on a vu, il y a un indicateur très, très sympa qui est sorti qui s'appelle le temps en pyjama. Je ne sais pas si on a entendu parler. Ils sont très forts, les Américains, pour ça. Le temps en pyjama, finalement, c'est le temps de travail que fait un professionnel en dehors de ses heures de travail pour des tâches administratives. Et eux, ils l'intègrent très facilement, ils le mesurent dès qu'on fait. Ça, c'est une culture qu'il faut vraiment qu'on arrive à intégrer dans l'établissement. Et à la fin des fins, je pense que ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact patient dans la chaîne de soins. Finalement, tout ce temps qu'on a libéré, toutes ces qualités qu'on amène, comment on a aussi bien soigné, mieux soigné les patients, voire plus de patients. Et tout ça est à mesurer au travers, nous, ce qu'on va faire, un observatoire qui permet de partager aussi ces mêmes indicateurs définis de la même façon au sein de l'ensemble des établissements pour que l'ensemble, finalement, des projets et des déploiements qui sont faits bénéficient à l'ensemble des établissements. Très clair. C'est vrai que s'y retrouver dans la foison de solutions, c'est compliqué. Et justement, le rôle de la DGOS via cette submersion liée à ces outils, à ces concepts, à ces formations qu'il faut inculquer très tôt, tout le temps finalement. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner avec finalement une rapidité d'évolution aussi importante? Déjà, en commençant par être humble, je pense qu'aujourd'hui, on essaye surtout de comprendre ce qui se passe, mais je pense qu'on en a à peu près tous au même niveau. Et j'étais étonné de voir que les États-Unis, que je pensais un peu en avance, sont au même niveau que nous en termes d'usage. C'est-à-dire, pour l'instant, pas très loin. Et une des IA de compte-rendu qu'ils utilisent est une IA d'une boîte française. En tout cas dans les hôpitaux qu'on a vus, qui sont partie des meilleurs hôpitaux américains, sont une boîte française, c'est pas Microsoft, voilà. Donc on est encore dans la course et on est tous en train de réfléchir ensemble. Donc nous, ce qu'on a fait quand on a commencé on a lancé le département il y a 6 mois, c'est déjà de commencer par une cartographie, d'essayer de voir théoriquement pour les différents acteurs de l'offre où est-ce que l'IA et le numérique au sens large pouvaient transformer les choses. Donc on a réussi, on a fait cette cartographie et que vous pouvez retrouver sur le site internet du ministère. Et le premier constat, c'est que certains usages commencent à être là, mais il y a beaucoup d'usages à moyen et à long terme qui vont arriver et que ça touche l'intégralité des champs, donc sanitaire, ville, médico-social, etc. Et pour chaque acteur, l'intégralité de la pratique, aussi bien administrative que logistique, que stratégique, et surtout le soin et la partie patient. Donc ça, c'est un des constats. Un deuxième truc qu'on voit, et on en a pas mal parlé aux États-Unis aussi, c'est qu'en fait, on est en train de passer d'une phase de digitalisation, où on faisait en numérique ce qu'on savait faire en présentiel, maintenant à une phase de transformation. C'est-à-dire que c'est des nouveaux usages, c'est des nouvelles choses, c'est des choses qu'on n'était pas capable de faire avant, qu'on va faire maintenant grâce à l'IA. Et à partir de là, une fois qu'on a ce constat et qu'on est en train de voir, il faut qu'on se pose des questions collectivement pour réussir à mettre en place une stratégie, c'est ce qu'a annoncé le ministre, et on aura une stratégie d'ici au mois de mai. Et il faut que dans cette stratégie, on apporte des réponses assez simples. Quel est le rôle de la puissance publique? Je ne suis pas sûr que le terrain ait besoin de nous systématiquement. D'ailleurs, là aujourd'hui, on n'a pas de stratégie IA, pour autant ça se déploie. Voilà, grâce à UniHA, grâce aux établissements, grâce aux professionnels, grâce aux entreprises. Donc est-ce qu'on a besoin de nous partout? Je ne sais pas. Et là où on aura besoin de nous, il faut qu'on se dise quel rôle, quel cadre, quelle éthique, quelle régulation, mais là où c'est pertinent. Quel accompagnement, comment on guide les professionnels, comment on gère la question de la formation, avec une des grosses questions, c'est comment on forme à l'utilisation de l'IA, mais comment on s'assure que l'utilisation de l'IA ne nous fait pas perdre en compétences. Si demain un interne en médecine ne sait gérer que de l'IA, comment on le forme intellectuellement à analyser, qu'on développe son esprit critique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on ait en tête. Donc on a toutes ces questions sur lesquelles il faut qu'on tranche. Juste une petite réaction avec ce qui a été dit tout à l'heure. On est vachement moins tolérant avec l'erreur de la machine versus l'erreur humaine. Si on attendait que les médecins, les infirmiers, tous les professionnels de santé, et même n'importe quel professionnel de santé au sens large, et un threshold à 98% pour le savoir s'il exerçait ou pas, je pense qu'on aurait 0 professionnel aujourd'hui sur le terrain. Ah bah oui. Voilà. Et donc il faut aussi prendre compte de ça. On accepte une erreur humaine, si je prends sur l'angine, il y a beaucoup de médecins qui n'utilisent pas encore de streptotest, et 50% de chances de se planter. Mais voilà, on accepte. Par contre, la machine, c'est 98, 99, voire plus. Voilà. Donc ça a réfléchi. Elle a une obligation de résultat, et nous, que de moyens, ça tombe très bien. Justement, il y a des retours intéressants sur les modifications cognitives des utilisateurs réguliers de ces outils. Il y a 2 publications qui datent de moins de 10 jours
qui montre en quoi ces outils modifient votre cerveau. La première publication indique que les utilisateurs réguliers, quelle que soit leur profession, de ces outils d'IA générative perdent en créativité. Et pour cause, ils passent, tant qu'à passer 1 heure à utiliser l'IA générative, ils vont passer 1 heure à faire ce qu'on appelle un prompt de qualité, c'est-à-dire la bonne question pour avoir une bonne réponse. Ça, c'est une science, c'est très compliqué. Je vous donne un exemple très simple. J'ai mal à la tête, qu'est-ce que j'ai comme maladie? Vous pouvez mettre ça dans ces outils, hein. Vous allez avoir une réponse longue comme le bras, qui ne sera pas la même si vous la reposez 10 minutes après, la réponse ne sera pas la même. Alors que si vous allez sur j'ai quelques céphalées et j'ai des petits points roses qui apparaissent et je suis fatigué, etc., en fait, que vous développez la question, là vous allez avoir une réponse beaucoup plus précise. Eh bien, on se rend compte que les utilisateurs réguliers de ces outils travaillent beaucoup plus leurs questions, alors que le temps qu'ils ont passé à faire cette question, ils l'auraient passé à faire le travail qu'ils voulaient faire, ils auraient été probablement plus créatifs et pas forcément moins mauvais, hein. Donc le vrai souci, c'est effectivement d'enlever, et on a fait une enquête avec l'INES qu'on va vous présenter maintenant. On a demandé aux étudiants en santé leur situation vis-à-vis de l'IA générative, ce qu'ils en attendent. Et je crois que c'est important d'avoir ces données en tête à date, puisque là on est sur le début de la révolution. Et effectivement, il y a un vrai sujet et de à quoi ça va me servir, comment je vais m'en servir, mais surtout comment garder une expertise dans le métier qui est la seule chose qui permet d'avoir un usage intéressant des outils de LLM. Si vous n'êtes pas bon médecin, le LLM il ne va pas vous aider à faire grand-chose, parce qu'il va vous envoyer des réponses qui ne seront pas forcément celles que vous attendez ou qui vont vous égarer, et vous ne pourrez pas surtout critiquer la réponse. Or, la critique de la réponse, c'est le vrai sujet, parce qu'il y a des hallucinations, c'est-à-dire vous donne une réponse qui n'existe pas, et si vous n'avez pas votre formation de base, vous n'allez pas la commenter ni la critiquer. Donc Stéphane, est-ce que tu peux nous donner les principaux résultats de cette étude qu'on a réalisée il y a quelques jours avec l'INES? Tout à fait. Alors, donc, pour mieux saisir comment ces technologies s'intègrent dans la formation et la pratique future des différents étudiants, nous avons mené une enquête auprès de 267 étudiants issus de différentes filières, que ce soit médecine, odontologie, pharmacie, etc. Donc, les résultats sont particulièrement intéressants. Alors, un premier chiffre, qui je pense ne surprendra personne, 90% des répondants affirment avoir utilisé au moins une fois une intelligence artificielle générative. Par contre, ce qui est déjà un peu plus intéressant, c'est que quand ils l'utilisent, ils déclarent l'utiliser en égale proportion, à la fois dans un contexte académique, mais également dans un contexte personnel. Autre chiffre qui, moi, personnellement, m'a énormément surpris, la fréquence d'utilisation reste excessivement modérée, c'est-à-dire que plus de la moitié des étudiants déclarent utiliser ces outils moins d'une fois par semaine. Ce qui, en gros, traduit une phase, à mon avis, d'expérimentation prudente, plutôt qu'un usage vraiment systémique. Et ça pourrait être, par exemple, à mettre en lien avec des difficultés d'accès à ces outils, puisqu'ils sont payants pour la plupart, ou alors des besoins de formation spécifiques. Concernant justement le niveau, alors auto-évalué pour le coup, dans l'usage de ces outils, les répondants déclarent à 70% être soit sur un niveau débutant, voire intermédiaire, quand seulement 1 sur 5 déclare avoir une utilisation qui est avancée. Donc ce décalage montre bien en fait qu'il y a un réel besoin de formation de ces étudiants. Et d'ailleurs, sur le point de la formation, quand on les interroge sur la nécessité ou non d'être formés, il y a un consensus, 90% des étudiants déclarent avoir le besoin de cette formation. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on leur demande d'expliciter concrètement le type de formation qu'ils souhaitent, eh bien, une majorité déclare vouloir des formations qui sont plutôt pratiques ou sur des ateliers réflexifs autour de l'éthique, par exemple, ou autour des questions médico-légales. Alors par contre, lorsqu'on leur demande comment va se situer la médecine dans les prochaines années, est-ce que finalement l'IA doit être considérée plutôt comme un atout ou une menace, ils anticipent de façon assez claire une transformation extrêmement significative, radicale de la médecine sur les 10 prochaines années, mais de façon progressive, pas de façon brutale. Par contre, ils sont nettement plus réservés à 90% sur la capacité de l'humain à être totalement remplacé par les machines. Pour une grande partie, ils estiment qu'ils doivent être accompagnés mais non remplacés.
un autre point qui m'intéresse particulièrement, je trouve, c'est que 80% des étudiants déclarent qu'a priori, l'IA n'améliorera pas les relations qu'ils vont avoir avec leurs soignés, avec leurs malades, mais qu'elle risque d'aggraver la relation. Ce qui, moi, m'interroge énormément, parce que je ne vois pas en quoi, justement, en libérant du temps, on peut justement être moins efficace dans cette relation, mais c'est probablement le signe qu'il faut forcer plus fort l'intégration autour de la formation. Et pour finir, concernant les différents cas d'usage qui sont remontés quant au risque potentiel de l'IA, eh bien, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'était les questions éthiques qui venaient en premier abord, mais également la question de la sécurité des données, de la transparence des décisions qui sont prises. Très clair. Manifestement, ils sont en demande. On a une formation obligatoire à la santé numérique dans les facs qui débute depuis la rentrée dernière, sur lequel il n'y a pas de module d'IA et d'IA générative, donc c'est un sujet, a priori. Mais revenons là-dessus. Enfin, moi, pour l'observer au quotidien avec mes enfants ou avec leurs copains, copines, quelle que soit leur formation universitaire, ils sont hyper tentés de faire tous leurs devoirs, travaux, etc. sur de l'IA générative et de ne plus avoir de réflexion, d'apprendre les bases, etc. Donc il va y avoir une grande méfiance à avoir parce que c'est très facile de rendre un devoir par IA générative. Alors les enseignants commencent maintenant à avoir des détecteurs de topo réalisés par IA générative. Enfin bon, ça prend des... Voilà. Mais en tout cas, ce sujet de baisse de la... on va dire, de la réflexion et de l'apprentissage, il va falloir l'aborder sérieusement. Par contre, lorsqu'on connaît son sujet et qu'on se sert de ces outils, là, effectivement, comme on dit, le médecin augmenté par l'IA remplacera le médecin sans IA, parce que clairement, on grimpe en compétences. J'avais une question justement pour le Vidal qu'on utilise tous. Est-ce que là aussi, vous pensez envisager d'intégrer des modules d'aide au diagnostic dans votre outil ? Alors c'est une bonne question. Nous, notre domaine, c'est la thérapeutique. Donc jusqu'à maintenant, on arrivait en aide et en support quand le médecin était déjà à peu près clair sur ce qu'il voulait prescrire. Et on fait de la sécurisation, bien sûr, mais de plus en plus, on accompagne la stratégie thérapeutique. On a un fonds qui s'appelle Vidal Reco, voilà, avec les arbres, comme tu dis, pour lequel on travaille pas mal à partir des données de la HAS, mais pas que. On absorbe toute la connaissance mondiale justement pour faire nos fameux 200 arbres. Et tu imagines assez bien qu'avec les compétences numériques qu'on a, on peut faire plein de choses avec ces 200 arbres. Donc c'est encore un peu tôt pour vous en parler, mais notre domaine va passer de la sécurisation de la thérapeutique au guide thérapeutique dans la stratégie thérapeutique, puisqu'on a déjà tous les fonds en fait. Donc voilà. Donc oui, ça, c'est un tout petit peu de patience, mais c'est pas pour longtemps. On en parlera l'année prochaine au Made in Tech suivant. Côté CGDIM, justement, vous avez des outils d'aide à la consultation, à la synthèse des bilans et finalement rechercher l'aiguille dans la mode de foi. Hein, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que l'idée, c'est pas aussi d'intégrer d'autres données que les données textuelles, mais par exemple des données de biologie ou aussi même d'imagerie, comme peuvent le permettre maintenant des grands modèles d'IA générative ? C'est l'idée, oui. Nous, ça fait effectivement, on a un long historique sur la donnée. Ça fait plus de 30 ans. On a des bases, effectivement, avec du suivi longitudinal de patients en moyenne sur plus de 7 ans. Donc, on est en capacité de structurer ces données. Ça fait très longtemps qu'on structure. Et effectivement, Fabrice, tu as raison. L'idée, l'étape d'après, ça va être effectivement, à partir de tout ce corpus de données, comment on peut imaginer ce qu'on discutait tout à l'heure, l'aide à la décision. Alors, ce serait des modules de détection avancés qui permettraient de faire du pattern matching, donc d'identifier des patients à risque en fonction de calculs de score à partir d'algorithmes un peu plus intelligents, mais là, c'est pas de l'IA. Hein. Là, on est sur vraiment du calcul de probabilité. Et effectivement, ce serait l'étape d'après. Après, ce qui est le vrai frein là-dedans, ça va être plutôt la partie réglementaire. Parce que faire un outil d'aide à la décision, c'est du marquage CE, c'est du marquage DM. Donc c'est énormément de temps. C'est une fois qu'on a marqué l'outil, on ne peut plus changer un iota à l'intérieur si l'on repasse à travers les fourches codines du marquage. Donc non, c'est effectivement, il y a une réflexion en interne de travailler sur de la maladie chronique
de faire de la détection, du gain de chance pour le patient. Donc de pouvoir, on a déjà travaillé sur ces modules-là. De notre côté, on a senti effectivement ce poids réglementaire, notamment sur des projets par exemple de détection de cancer du poumon. Donc il y a eu tout un travail sur des scores reconnus à l'international qu'on a réussi à intégrer avec du calcul de score dans le logiciel du praticien, c'est-à-dire le patient se présente en consultation à partir des données présentes dans son dossier médical, on est en capacité de calculer un score de développement d'un cancer du poumon dans les 6 prochaines années et d'adresser immédiatement le patient pour un screening complet. Mais le poids, encore une fois, le seul frein à date, c'est au-delà de la collecte de données, c'est-à-dire de la saisie par le professionnel de santé ou de la structuration de la donnée par l'IA, ça va être vraiment cette partie réglementaire qui est... malheureusement, alors dans un sens positif, dans le sens où on garantit une fiabilité, on est marqué, mais un poids pour nous où c'est du temps consacré et de l'investissement financier. Très clair. Justement sur l'aspect des critiques, des réponses d'IA, est-ce que vous avez des données là-dessus, puisque vous voulez du 100% de bonnes réponses? Alors, des données, non, pas encore. Par contre, je voulais insister sur l'aspect formation. Je pense que l'IA, elle va rentrer dans la pratique. On le voit, elle est déjà dans notre pratique à nous tous les jours. Quand vous cherchez sur Google, vous faites de l'IA. Donc, elle est dans notre pratique, elle est dans la pratique des médecins. Je vous en ai parlé un petit peu. Ça va continuer. Et il y a un intervenant qui était là sur la scène juste avant, qui s'appelle Raphaël Gaillard, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme augmenté. Et ce qui est passionnant dans ce qu'il dit là-dedans, c'est que en fait, l'homme perd une certaine capacité qui transmet à la machine, justement, et donc il perd cette critique de la réponse. Et donc je voudrais insister sur le besoin, et je me tourne, Yann-Maël, vers ce que tu disais, sur le besoin d'accompagner ça en termes de formation, parce que le métier, en fait, on fait changer le métier. Et tu me demandais qu'est-ce qu'on va faire. Oui, on va en effet guider le médecin sur la stratégie thérapeutique, mais c'est toujours le médecin qui devra choisir. Donc c'est toujours le médecin qui devra prendre ses décisions. Et pour ça, il va falloir qu'il soit accompagné à la forme de réponse qu'on va lui donner, qui est différente de celle qu'il apprenait il y a 10 ans. Et donc, voilà, je voulais juste insister sur cette partie critique, parce que je pense que c'est une évolution de la médecine vers quelque chose pour le mieux de tous, parce qu'elle est de plus en plus précise, de plus en plus pertinente, mais que la qualité de la formation des gens qui vont devoir prendre les décisions, parce que c'est pas la machine qui prend la décision, ça reste le médecin ou le professionnel de santé, c'est super important. Donc, je voulais insister sur cet accompagnement et ce besoin de formation. On est d'ailleurs, le 10 avril, on a un webinaire de formation accélérée au prompt à distance pour ceux qui veulent devenir des maîtres du prompt. Vous pouvez aller vous connecter sur le site de l'INES, inesfrance.fr. En 2 heures, vous saurez faire un prompt et gagner du temps. Vous verrez, ça, c'est pas hyper intuitif, donc vous serez bien accompagné si vous voulez. Et oui, et je voulais juste insister sur, je trouve vraiment ce qui change avec l'IA générative, c'est le facteur temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça va très très vite, et notamment cet aspect de formation est d'autant plus important. C'est-à-dire que si on fait une formation il y a 6 mois sur un LLM, c'est déjà pas du tout la même chose. Ça évolue extrêmement vite, et ça va nécessiter une agilité dans les organisations hyper importante. C'est là-dessus aussi qu'on doit axer la transformation pour pouvoir absorber ces évolutions. Sinon, le risque est que l'outil d'IA qu'on va intégrer, si on met 3 ans à l'intégrer, c'est qu'une fois qu'il est intégré, il est déjà obsolète. Et donc là, vraiment, ça a changé énormément dans le numérique, cet aspect vitesse. On voit bien une annonce d'un LLM, on chasse une autre pratiquement tous les 2 jours. On est vraiment à ce rythme-là. Et donc, il y a une nécessité effectivement de s'adapter à ces organisations et de se mettre en capacité effectivement de faire une veille un peu technologique. C'est aussi un rôle qu'on peut jouer, nous, centrale d'achat, mais surtout dans l'organisation des SI au sein des établissements, par exemple. Super important, oui, absolument. Et Yann-Maël, oui. Non, peut-être un autre facteur qui interroge aussi pas mal en ce moment, pour moi, c'est pas qu'une transformation santé. C'est une transformation globale. Et donc là, on se pose beaucoup de questions. Si on reste sur du dispositif médical, on va se poser, on va réfléchir tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait. Mais à côté, les internes disaient qu'ils s'en servaient que 3 fois par mois ou 1 fois par semaine. Techniquement, moi, j'ai mis la version bêta sur mon téléphone. Je me sers maintenant sans le savoir plusieurs fois par jour de l'IA. Je fais une recherche sur Google, je me sers de l'IA, je trafique des photos, vous voyez sur mon truc, c'est de l'IA générative, non là c'est moi mais voilà. Elle est vieille celle-là. Elle est vieille,
exprès, il faudrait que je la change un jour. Donc en fait, on manipule de l'IA maintenant, ou on se fait manipuler par de l'IA tout le temps. Et ça va déborder par des choses hors santé. Les GAFAM ne vont pas attendre d'avoir des marquages chez eux, ils vont se placer sur du bien-être et ils vont nous envoyer, déverser des choses qui seront utilisables en santé par nos professionnels, par nos patients. Et donc la question va être aussi là-dessus. Et notre perte de compétences, elle ne sera pas santé, elle sera une perte de compétences d'esprit critique au sens large. Donc c'est ces questions-là qu'il va falloir se poser. Est-ce que c'est une formation santé? Est-ce que c'est une formation citoyenne? Et comment on règle collectivement, parce que c'est des questions de citoyens en fait, cette question d'appauvrissement et de comment on se forme pour éviter ça. Très clair. Y a-t-il des questions pour nos experts? Parfait. Alors, en attendant que le micro arrive, il y a une étude qui suggère que les résultats d'IA peuvent influencer vos résultats à vous-même. Donc, restez bien critique envers vous-même aussi. Oui. Bonjour. Un grand merci pour cet éclairage. Mon métier, c'est la technologie, c'est l'IA, c'est les prompts, c'est les RAG, c'est les LLM. La question qui me vient à l'esprit, auparavant, j'avais un dialogue direct avec mon médecin, donc j'avais mes données qui étaient sécurisées, donc n'allaient nulle part. Aujourd'hui, ces données-là traversent tous les espaces de l'univers. Et je ne voudrais pas lancer une crise ici dans la salle. En tous les cas, toutes les données ne sont pas si sécurisées que ça. La question que je pose, que devient le serment d'Hippocrate sur la sécurité des données médicales et sur l'information que l'on doit donner à son patient, et s'il y a eu des fuites de données et que font les organisations sur le sujet? Je pense que le docteur Yann-Maël Ledouarin et son voisin peuvent tout à fait répondre. Non, tu vas peut-être répondre sur la partie hébergement de données de santé. Moi, peut-être une réflexion, je pense que la fuite des données, elle vient d'abord du patient. On passe notre temps, sans le vouloir, à balancer nos données de santé sur Instagram, Facebook et j'en passe, parce qu'on sort de... Non, mais avant d'être le médecin, aujourd'hui on impose énormément de choses aux médecins sur le serment d'Hippocrate. Il y a une mise à jour du code de déontologie qui va être faite, dans lequel ces choses-là vont être marquées. Il y a des règlements européens, des règlements français, des choses... En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété votre question, mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, la première fuite de données, elle est surtout patiente aujourd'hui, et donc il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Mais Et après, effectivement, sur la sécurisation des données, alors là, les amis, vous pourrez tous dormir tranquillement, parce que vu ce qu'on nous impose, avant qu'il y ait une donnée qui sorte quelque part. Non, mais nous, on est, nous, on est hébergeurs de données de santé en France, par exemple, CGI. Là, c'est même pas pour faire de la pub, c'est juste pour expliquer le truc. L'idée derrière, c'est qu'on est certifié HDS V1, HDS V2, Secnum Cloud. Donc là, avant que quoi que ce soit sorte, on va dire avec les data centers qui sont enterrés, en plus avec une réplicabilité parfaite, avec 80 km pile poil, etc. La sécurité, je m'en fais pas. Mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant que dit Yann-Maël, c'est que la fuite de données, elle se situe à 30 cm entre l'écran et la chaise. Alors ça, c'est pour être vrai. Alors, je vous invite à aller à l'hôpital. Hein. Nous, on est des hospitaliers, on est trois confrères là. Le mot de passe de la bécane, il est collé au scotch sur le PC. Ça aide pas. Non, mais c'est même pas caricatural, c'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est la vérité vraie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et si on laisse les accès, c'est-à-dire que... Oui, non, mais il est collé ou, effectivement, tu as raison, dans le premier tiroir. Donc ça, c'est la réalité. Et ensuite, en ville, c'est la logique même. Vous êtes au bureau, vous faites bien un petit Windows L pour loquer votre session avant de bouger, que ce soit même pour aller vous déplacer. Sinon, vous allez retrouver avec un petit troll qui va vous mettre « J'offre les croissants demain matin à toute la boîte, venez à 9h ». Donc non, la sécurité passe déjà par l'éducation au-delà du système, parce qu'en système d'information ici en France, et là je vous le dis vraiment, on n'est pas les plus... Ah non, mais là on n'est pas les plus à plaindre. Hein. Ah oui, c'est clair, on est très protégés. C'est vraiment strict pour le coup. Et là, nous on est imposé sur des normes, sur des audits, la barre est très haute. Hein. Oui. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Bonjour, Alain Tassi, j'ai créé Télécom Paris Santé. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'enseigne la santé digitale, mais du côté ingénieur. Je ne vais pas rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je l'enseigne tout le temps. La CPSE et la carte qu'on a oubliée, que le chirurgien a oubliée, qu'est-ce qu'il fait? Il opère ou il n'opère pas? C'était la perte de chance. Mais moi, ma question, elle était plutôt sur la formation. Il y a à peu près 5-6 ans, on parlait des objets connectés de santé. Le CNOM avait dit il faut absolument former tous les médecins dans toutes les universités sur les objets connectés de santé.
je pense qu'on n'a pas trouvé la raison pour laquelle on allait les former. Parce que l'objet connecté de santé, c'est un outil. C'est exact. Et aujourd'hui, moi, ma réflexion, c'est que quand j'ai commencé, que j'ai fait ma thèse sur les LLM, on avait les tableurs qui arrivaient. Moi, on m'a enseigné la règle à calcul. Qui utilise encore une règle à calcul et qui utilise encore une calculette dans sa vie de tous les jours? Et je pense très honnêtement que, et ça je voudrais que vous me remodissiez là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle générative, qui n'a rien révolutionné dans la médecine, hein, parce que la médecine, ça fait 10 ans que, la dernière conférence qu'on a faite, ça fait 10 ans que la médecine fait de l'IA. Hein, mais comment vous voyez cette formation, ce besoin de formation, si ce n'est une formation générique, et éventuellement dans les hôpitaux, une formation au niveau de l'organisation des hôpitaux, parce que là, il y a, en termes d'administratif, il y a un gain fondamental à avoir, mais qui n'a plus rien à la médecine. Hein, c'est totalement indépendant. Il y a tout un annuaire des formations disponibles à déjà obtenir et puis à évaluer, mais clairement, vous avez raison. Les outils ne sont pas que pour le domaine médical pur, mais pour l'organisation administrative. Exemple, la réalisation de planning de blocs opératoires par IA de contraintes, c'est quand même la base, entre guillemets, en termes d'efficience, hein, et de coût-efficience même. Mais vous avez raison, on n'a pas encore cet annuaire des formations, et puis on sait qu'une formation peut être désuète 6 mois après. Donc c'est compliqué aussi de trouver des enseignements qui soient mis à jour avec des experts qui sont eux-mêmes à jour. Donc le sujet, il est encore là, et la technologie va plus vite que l'enseignement pour l'instant. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Encore une question? Non? Alors non? Bon, allez, une demi. Alors, une phrase pour la question, une phrase pour la réponse. Oui. Ah. Merci, professeur Fabrice, excellent modérateur. Et juste une petite question que je voulais vous poser par rapport aux étudiants, l'enquête que vous avez menée chez les étudiants. Alors, une petite chose que vous avez oublié de dire, si ces étudiants que vous avez questionnés, qui ont répondu à votre enquête, étaient des étudiants en médecine qui habitaient les grandes villes, où vous avez aussi annexé la notion des habitants qui habitaient dans les campagnes, ou sinon vous vous rendez compte aussi de la population rurale aussi? Alors la réponse c'est simple, c'était des étudiants en fac, donc de CHU, donc de plutôt grandes villes, et en moyenne ils étaient entre la 4e et la 6e année. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée, mais effectivement ce sont des étudiants qui forcément de facto sont dans des CHU. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de session avec nous et à très bientôt.